Bonsoir. Devant moi, deux piles d'inégale hauteur. L'une représente, pour l'essentiel, l'œuvre d'une vie. Vous avez là des livres, des textes sur des poètes, sur Valéry, sur Mallarmé, des éditions introduites et annotées, Germain Nouveau, Tristan Corbière. Vous avez une vie des saints dans le Jura, des travaux autour de Werner Renfer, un tome de littérature 1915-1920. Il y a encore une anthologie du Jura, une anthologie jurassienne, 2 volumes. Tout ça, c'est l'œuvre d'une vie pour l'essentiel, en plus des chroniques innombrables. Et puis l'autre pile, eh bien, elle est plus modeste, on la distingue à peine. Et pourtant, elle est là. C'est votre dernier livre, Pierre-Olivier Valserres. Et je ne vous surprendrai pas, et je ne surprendrai d'ailleurs personne, en vous disant que j'ai limité mes ambitions aujourd'hui en ne parlant que de ce livre. Alors, première chose, que vous inspirent ces 2 piles? Ça vous inspire une réflexion Ça prouve que la vérité est dans les petits livres. Vous vous rappelez peut-être cette fameuse boutade de Voltaire qui disait que si l'Évangile avait coûté 1500 drachmes, il n'y aurait pas eu de christianisme. Je m'excuse de la comparaison, mais pour les petits livres, c'est peut-être valable. Très bien. Alors, le petit bouquin pour lequel vous êtes avec nous ce soir, c'est À votre bon cœur, monsieur, dame, petit traité de mendicité culturelle aux éditions Zoé Collection Cactus. C'est ce qu'on peut appeler un pamphlet. C'est un pamphlet parce que il est écrit avec vivacité, il égratigne au passage quelques institutions et quelques personnes, mais j'aimerais bien qu'on ne le prenne pas seulement pour un livre de critique. C'est au fond un livre qui pose quelques questions sérieuses, et puis je pense que vous avez compris, puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter à parler avec vous. Oui, il égratigne, quelquefois, il écorche. Oui, il a quand même les allures d'un pamphlet, et le pamphlet, c'est un genre qui est relativement peu pratiqué en Suisse. Il y a des raisons. On est un peuple sérieux, grave. Pour se lancer dans un pamphlet qui soit véritablement acéré, je pense qu'il faut en avoir gros sur le cœur, ou il faut que la moutarde vous monte au nez un jour. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est pourquoi j'ai écrit ce petit livre. Bon. Il y a une chose qui me frappe, c'est que vous vous offrez cette sorte de récréation littéraire très tardivement, presque à l'heure de la retraite. Est-ce que les professeurs d'université, vous en êtes un, vous avez enseigné à l'université de Berne, est-ce que les professeurs d'université sont tenus à une sorte de réserve, tant et si bien qu'ils ne font dans la satire et dans la moquerie qu'à l'heure de la retraite? Non, je ne vois pas du tout. Il n'y a pas de loi, mais effectivement, on attend d'avoir le temps de... Ça sort un peu quand même de notre pensum ordinaire. Mon pensum ordinaire, c'est des travaux de ce genre, parce qu'on est quasiment obligé, on y est amené par son travail, sa réflexion quotidienne. Tandis que cela, c'est naturellement très en marge de votre activité habituelle. Et puis, ça repose quand même sur l'expérience d'une vie, n'est-ce pas? Toute ma vie, j'ai eu affaire avec des offices culturels, des problèmes culturels. Toute ma vie, j'ai été amené ou bien à donner des subsides culturels, parce que j'ai appartenu à des associations comme Pro Helvetia, comme la Fondation Schiller, comme la Fondation Ramu, comme beaucoup d'autres, qui étaient appelés à choisir des lauréats et à donner des prix ou à donner des soutiens quelconques. Et d'autre part, j'ai aussi été de l'autre côté de la barrière, où j'ai eu à faire ma petite mendicité, comme je dis, pour le soutien d'un écrivain, en particulier les écrivains un peu marginaux, ceux pour qui on n'obtient pas facilement quelque chose, ou dont la situation n'est pas acquise d'avance. Saint-Gréaz est un type, par exemple, très typique, n'est-ce pas, d'un écrivain que tout le monde respecte, mais d'assez loin.
et pour lesquels les bourses ne s'ouvrent pas tellement facilement. Oui, on va revenir à Saint-Gréa. Vous êtes donc en fait ce qu'on peut appeler un spécialiste de la mendicité culturelle. Il y a quand même un côté assez provocant dans ce titre, surtout pour nous Suisses, hein, pays quand même d'opulence, petit traité de mendicité culturelle. Vous dites ça parce que vous pensez, vous le dites d'ailleurs dans votre livre ailleurs, vous dites en Suisse, rien de beau ne se fait sans quête préalable. La quête, la collecte, c'est le parcours obligé ensuite. Exactement. Vous voulez faire une exposition, publier un livre, les films, je n'en parle pas, mais enfin, faire une exposition pour un ami peintre, ou bien publier une œuvre d'un écrivain disparu, ou bien faire une exposition en l'honneur de ce peintre, de ce peintre ou d'un écrivain aussi, ce qui est arrivé. Vous vous trouvez devant la nécessité d'aller chercher de l'argent. C'est le premier acte. Ça commence par là. Si vous n'avez pas cet argent, vous ne pouvez rien faire. Il faut tendre la main. Alors, quand on dit un traité, c'est un ouvrage un peu didactique, un peu systématique. Ça veut dire que vous connaissez toutes les ficelles, vous connaissez toutes les sonnettes qu'il faut tirer, toutes les portes auxquelles il faut frapper. Toutes, c'est beaucoup dire, mais j'en connais beaucoup. Et à la longue, on se fait une petite spécialité. Je vous dis, je passe pour un spécialiste. Les amis me disent, dis donc, il nous faudrait de l'argent pour ceci, pour ça. Où est-ce qu'il faut écrire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis plein de bons conseils. Et d'ailleurs, je donne des conseils dans ce livre. C'est pourquoi j'appelle un petit traité, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que, et vous le précisez à un moment en citant un exemple, c'est qu'il faut dire, c'est que on ne réussit pas à chaque coup. Il y a par exemple l'exemple d'un ancien conseiller fédéral qui a pris la tête d'un comité pour sauver le film d'Étienne Delessert, Super Saxo, et qui n'a pas réussi. Non, il faut savoir. Vous avez une expression pour dire ça. Il faut savoir exhiber ses cicatrices. Exhiber ses cicatrices. Oui, je crois que ça, c'est quand même un art. Moi, ça me rappelle une très jolie histoire que je lisais l'autre jour elle était rapportée par Mathieu Gallet dans son journal. Ouais. C'est l'histoire de Prévert qui se promène à Saint-Paul-de-Vence ou à Vence, et puis qui voit un aveugle qui a son chapeau vide. Et il s'approche de l'aveugle, il dit « Ouais, j'ai l'impression que ça va pas marcher, et je crois qu'il faudrait peut-être changer l'écriteau. » Sur l'écriteau, c'était mis aveugle sans pension. Alors Prévert lui dit « Si vous permettez, je vais écrire autre chose au dos, et puis on va tenter l'expérience. » Et Prévert écrit quelque chose, place l'écriteau, s'en va, et il revient 2 jours après, et il demande à l'aveugle « Alors maintenant, comment ça marche ?» L'aveugle dit « Oh, ça va bien maintenant, hier j'ai fait 3 chapeaux. » Et Prévert avait très simplement écrit « Le printemps revient, je ne le verrai pas. » Oui. Je crois qu'il faut savoir émouvoir, il faut savoir toucher. Alors moi, vous avez parlé de Charles-Albert Saint-Gréa, c'est une de vos grandes expériences dont vous faites état dans ce livre. J'aimerais que vous en parliez un tout petit peu. Oui, grande expérience, expérience malheureuse en même temps. Oui. Parce que... Vous avez voulu organiser un jour, parce que vous êtes de ces farfelus sans argent, comme vous le dites vous-même, qui ont la manie de vouloir servir la gloire des auteurs. Vous avez voulu organiser une exposition pour le centenaire de la naissance de Charles-Albert Saint-Gréa. Bon, alors là, on a eu beaucoup de malheur par hasard, mais finalement, je le dis aussi, on arrive toujours à ses fins, n'est-ce pas? Je suis toujours arrivé à mes fins, je n'ai jamais dû renoncer à une entreprise sous prétexte qu'on ne m'a pas donné assez d'argent. Donc je suis très malvenu de protester, au fond. Ouais. Je proteste seulement contre les méthodes, les manières, les retardements qui viennent de la part de gens qui sont là pour vous aider. Les offices culturels, les commissions cantonales des beaux-arts, l'Office fédéral de la culture sont là pour aider les gens qui veulent entreprendre des choses de genre. Vous avez d'ailleurs une phrase terrible sur les administrations. Vous dites, et c'est une très belle phrase, une administration a horreur qu'on lui propose de réaliser quelque chose pour laquelle elle est faite. Ça arrive souvent. Ça, c'est vraiment le fruit de votre expérience de mendiant professionnel. Je pense à cela en pensant aux bibliothèques en particulier. Une exposition Saint-Gréa, on pourrait imaginer que ça va se faire à la bibliothèque de Genève. Oui. C'est un Genevois de naissance, il a parlé de Genève, il a habité Genève, il a un nom qui est un grand nom à Genève, et à Lausanne aussi. Alors on peut imaginer que la bibliothèque, la grande bibliothèque de Genève, fera un geste en l'honneur de Saint-Gréa. Alors on écrit et puis on vous dit « Oh, écoutez, on a déjà fait une exposition il y a 20 ans. » c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Et puis ça s'arrête là.
Mais alors ensuite, vous vous dites, Saint-Grillat a écrit sur Lausanne, dans le canton de Vaud, donc les Vaudois vont marcher. Voilà. Alors là, vous avez un échange de correspondance avec la déléguée culturelle dans le canton de Vaud et le conseiller d'État. Cet échange n'est pas piqué des verres, hein? Non, effectivement, c'est pas dans le ton habituel de ces échanges, mais je me sens toujours très libre. Après tout, les gens sont libres d'agir selon leur conscience. La dame peut très bien me rétorquer, après tout, je n'ai fait que mon devoir. Hein. C'est vrai, elle n'a fait que son devoir. Elle a appliqué un règlement. Je ne tombais pas sous les coups de ce règlement. Donc j'étais dans mon tort. Mais on peut dire aussi, il y a une façon de comprendre le règlement. Finalement, il y a une petite phrase dans le manuel de la promotion publique et privée de la culture. Ça, tous les gens qui font de la culture devraient connaître ce manuel, il est absolument indispensable. Mais là, c'est peu répandu, malheureusement. Il est épuisé, mais il y a une nouvelle édition qui se prépare pour cette année, je crois. Donc, tout est bien. Mais ce manuel est publié par l'Office fédéral de la culture, contient au début de sa préface une phrase qui me paraît extrêmement importante, et je suis content de l'avoir trouvée là. On s'adresse aux artistes en disant qu'ils sont généralement ignorants des possibilités de soutien, peu familiarisés avec les organismes qui sont pourtant là pour eux, etc. Oui. Hein, ces organismes qui sont là pour eux. J'ai trouvé ça épatant. Oui. Vous n'avez pas ce sentiment que les organismes sont vraiment là pour servir l'artiste en règle générale? Non, mais c'est ce que je leur rappelle autant que je peux, n'est-ce pas? Vous n'arrêtez pas de le rappeler. Je crois que vous êtes d'ailleurs très convaincant. Bon, alors vous avez eu des démêlés absolument incroyables avec cet office, avec ces délégués culturels du canton de Vaud. En effet, vous avez échappé à tous les règlements. Vous apportez des devis qui ne correspondent pas au projet que vous allez faire, parce qu'entre-temps, on ne vous a pas répondu et que le projet s'est modifié. Enfin, il se passe beaucoup de choses. C'est une histoire très croustillante et exemplaire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai pu en citer une qui n'est pas de moi. Vous avez vu l'histoire d'une comédienne du canton de Fribourg qui se heurte exactement au même problème. Il faut 6 mois pour avoir une décision de la part des autorités. Pendant ces 6 mois, il y a sa première soubrette qui tombe malade. Il y en a une autre qui se marie. L'équipe se change, n'est-ce pas? Et finalement, elle se trouve le bec dans l'eau parce qu'elle n'a pas eu de réponse immédiate. On ne l'a pas aidée quand il fallait. Oui. Et en général, on peut dire que le vernissage de vos expositions arrive toujours trop tôt avant la réponse des autorités auxquelles vous êtes adressés. Alors bon, cette dénonciation de l'administration pesante, force d'inertie, cette dénonciation correspond à ce que disait Denis de Rougemont il y a alors assez longtemps, 25 ans je crois. Il disait, vous citez sur la carte de couverture, vous dites « 2 erreurs de méthode menacent toute tentative de réveil culturel en Suisse romande, l'esprit de clocher et l'esprit d'administration ». Restons-en à l'esprit d'administration. C'est cette phrase. J'ai malheureusement trouvé, après avoir fini le livre, c'est pourquoi elle est seulement à la dernière page de la couverture, sinon ça, je m'en serais servi beaucoup plus, parce que c'est l'ossature du livre finalement. Je démontre cela, n'est-ce pas, que l'esprit d'administration et l'esprit de clocher sont nos ennemis principaux quand vous cherchez de l'argent. Oui, alors vous montrez par exemple que les choses pourraient être beaucoup plus simples. Vous imaginez qu'un chercheur, et là vous parlez du Fonds national de la recherche, qu'un chercheur pourrait dire, je vous cite, pour progresser dans le domaine qui est le mien, où j'ai déjà acquis tel titre, où j'ai déjà fait telle recherche, il serait obligatoire que je puisse poursuivre ma prospection chez le meilleur spécialiste de cette partie de la médecine, de la physique ou de la microbiologie, le professeur X à Minneapolis ou le professeur Y à Stockholm. Mon séjour devrait y être d'1 an au minimum. J'ai une femme, 2 enfants, un chien. Je ne me déplace pas sans eux. Et la requête passerait devant une commission qui dirait oui ou non. Mais si c'est oui, ça devrait être au Fonds national de vous envoyer un spécialiste qui établirait avec vous la partie financière de votre dossier. C'est lui qui devrait être habilité à remplir pour vous les papiers dont il a besoin pour que son administration tourne et vive. Au lieu de ça, on vous envoie ces feuilles que j'ai dites qui sont un préalable obligé pour toute entrée en matière. Alors je crois que les écrivains ou les chercheurs qui font des demandes sont submergés par des feuilles qui sont épouvantables à remplir. Hein. Oui, épouvantable, c'est pas épouvantable, mais on ne peut pas les remplir. J'ai ici un de ces fameux questionnaires, n'est-ce pas, où vous demandez à un office public un soutien. Vous voulez dans 3 ans, vous vous dites j'aurai fini telle œuvre qui nécessite telle recherche. Vous ne savez pas encore très bien comment tout ça se présentera, mais enfin vous êtes décidé à y passer 3 ans, vous, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit nombre d'illustrations.
nombre d'illustrations en couleur, nombre de tableaux graphiques et autres, le chiffre du tirage, le papier prévu. On ne peut pas répondre à ça. Moi, je voudrais ne pas travailler dans le vide. Je voudrais être sûr que quand j'aurai fini mon travail, il y aura quelqu'un à ce moment-là pour l'imprimer, pour le répandre, si possible. Alors, on me demande quels seront les droits d'auteur, les droits de traduction. C'est tout à fait... On ne peut pas remplir un... Alors, on vous dit, vous n'avez pas rempli votre questionnaire, par conséquent, ça ne note pas en ligne de compte. On tourne la page. Alors, ce que vous souhaiteriez, en gros, c'est que les organismes qui distribuent des subventions fonctionnent de façon plus naturelle, plus simple, soient plus des partenaires du créateur que des juges terrifiants qui examinent des projets, qui découragent très souvent la créativité. On a l'impression que le quémandeur, c'est l'ennemi. C'est quelqu'un qui veut vous soutirer de l'argent comme ça pour faire on ne sait pas quoi. Il y a une phrase très forte qui résume un peu tout ce qu'on dit maintenant. Vous dites à un moment, c'est toujours le cas, quand vous avez une idée dans ce pays, elle finit toujours par vous retomber sur la tête, ou plutôt sur les bras. Ça résume assez bien, je crois, votre expérience et les contacts que vous avez eus pendant des années avec les administrations. Enfin, je dis beaucoup mais c'est vraiment chaque fois une équipe. Hein. Je parle au nom de... Je ne suis jamais seul pour faire ces expositions, ces choses. Non, mais vous êtes un excellent porte-parole. Bon, alors là, je pousse. Oui, je pousse à la roue, ça c'est vrai. Revenons peut-être à Denis de Rougemont. On a parlé de l'esprit d'administration, vous l'avez montré, mais il y a aussi l'esprit de clocher que dénonce Denis de Rougemont dans cette petite phrase qu'on a citée tout à l'heure. Alors cet esprit de clocher, c'est le fédéralisme. Hein, l'esprit de clocher, c'est le fédéralisme, et là ça joue des tours considérables. Par exemple, la dernière entreprise en date, pour moi, c'était le centenaire de Sandra. Alors bon, vous demandez... au Neuchâtelois, naturellement, là ça va bien. Vous demandez au Bernois, ça va encore bien, puisqu'il est originaire de Sigrisville. Là, les cantons la marchent gentiment, les villes aussi. En revanche, si vous dépassez les frontières de ces deux cantons-là, vous vous dites, oh, Sandra, c'est pas un Vaudois, c'est pas un Valaisan, par conséquent, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, il dit. Ce qui est énorme quand même, n'est-ce pas ? Quand vous avez un écrivain suisse que vous pouvez présenter comme tel et qui fera honneur, enfin, à la belle couronne des écrivains suisses qu'on peut présenter à l'étranger, vous dire qu'il n'est pas Vaudois et par conséquent qu'on ne s'en occupe pas, moi ça me rend fou, ces choses-là. C'est exactement ce que Ramu disait, qu'il sentait cela fortement, lui, dans le mauvais sens, qui avait écrit cette fameuse lettre dans Esprit, qui avait fait scandale, parce que il se disait, après tout, nous, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Il ne voyait pas très bien. Eh bien, on en est toujours là. On ne sait pas trop bien ce qu'on fait ensemble. La notion de Suisse, hein, c'est pour les autres. Oui, ça pourrait être la notion... On ne sait pas trop bien ce qu'on fait ensemble. La notion de Suisse, hein, c'est pour les autres. Oui, ça pourrait être le fait de la Confédération. Alors bon, mais la Confédération, comme vous savez, elle n'a pas de politique culturelle, parce que la culture, c'est pour les cantons. La culture, comme l'éducation, c'est fait pour les cantons. C'est bien en un sens, mais en un autre sens, c'est pas si bien que ça. D'autant plus qu'on a unifié là où il n'aurait pas fallu. Par exemple, on a unifié l'armée. Et là, il n'y a plus qu'une armée pour toute la Suisse. Mais ça, c'est dommage. Si on avait 23 petites armées cantonales avec chacune leur drapeau, leur costume, leur fusil d'assaut, là, ce serait plus pittoresque. C'est votre conception de l'armée. Absolument. On viendrait loin pour voir ça, n'est-ce pas ? On vient quand même la contempler d'assez loin aussi. Donc, au hit parade des cantons sur le plan culturel, il y a des cantons qui sont plus accessibles que d'autres, plus abordables, lesquels si on est écrivain, il vaut mieux habiter Lausanne, Genève ou Brigue. Oui, naturellement, là, il y a les cantons riches et les cantons pauvres, et ça se sent beaucoup. Il y a des cantons agréables, comme Genève, comme Berne, comme Zurich, où il y a de l'argent et où il y a un service culturel qui a son budget annuel et qui peut travailler. Ouais. C'est très sensible, ça, pas pour les petits cantons. Ouais. On vous a compris. Donc là, on arrive en fait
à ce qui est une chose importante de votre livre, vous venez d'y faire allusion, c'est l'absence de politique culturelle au niveau de la Confédération. Vous avez une phrase extrêmement dure à ce sujet. Il y en a plusieurs qui sont dures de vos phrases. Vous dites le principe fondamental de la politique culturelle suisse, c'est de n'avoir pas de politique. Et oui, parce que la culture est l'affaire des cantons. Alors, la Confédération ne veut pas prendre sur elle de se mêler des affaires culturelles. Notez qu'au cours du cours des temps, elle a été obligée tout de même de faire des accros à ce principe. Quand il s'agit de choses considérables que les cantons ne peuvent pas assumer, c'est la Confédération qui est montée au créneau et qui a organisé les choses. On a un musée, un Bundesmuseum, on n'est pas à Zurich. On a une bibliothèque cantonale, une bibliothèque nationale à Berne. On a des archives fédérales à Berne, etc. Donc, il y a des grandes associations, des grandes institutions qui sont assumées entièrement par la Confédération. Et c'est très bien, personne ne proteste. Mais quand on sort de là, quand vous n'avez pas de loi, alors vous êtes obligé de... quand il n'y a pas de loi, la Confédération ne peut rien faire. Elle a les mains liées. Oui, il faut voter des décrets spéciaux. Ça va passer par les chambres. Spéciaux. C'est pourquoi, par exemple, le cinéma a une loi pour lui. Les peintres sculpteurs, ils ont la chance depuis 1887 d'avoir une loi qui assure leur protection par la Confédération, etc. Donc il y a quelques domaines qui sont couverts. Les monuments historiques, par exemple. Tout cela, c'est l'Office fédéral de la culture qui s'occupe de cela. Mais quand vous leur demandez autre chose, ils sont tout à fait en droit de vous répondre. Non, il n'y a pas d'article de la Constitution qui nous permette d'entrer en matière. Donc, il serait urgent de voter il est tout à fait urgent un article constitutionnel du genre de l'initiative qui a été refusée, mais il faudrait qu'il y ait une nouvelle initiative qui surgisse rapidement. Oui, et je crois qu'elle est en préparation, tellement la situation est intenable. Ça n'a pas de sens. Le peuple suisse a été un peu léger là, quand il a refusé cet article en 86, sous prétexte que il n'était pas très bien fichu, il est un peu mal fichu, comme il y a un pourcentage prévu dans l'article constitutionnel, ce qui n'était pas adroit. Mais enfin, à côté de ça, il est clair que la Confédération doit avoir la possibilité d'intervenir, et si on ne veut pas toujours se plaindre, qu'on ne nous donne pas l'argent, il faut que les politiques s'occupent de donner à ces institutions l'argent nécessaire. Vous êtes d'ailleurs prêt à rédiger cet article vous-même. Vous avez des propositions précises à faire, qui pourraient être votées. Parce que, en fait, vous pensez, et je crois que c'est une des idées force de votre livre, vous pensez que la culture, et c'est une idée qui est pas forcément acceptée par tout le monde et par les politiques en général, vous pensez que la culture est un excellent produit d'exportation et qu'on l'a longtemps négligé au profit de l'horlogerie, des machines-outils ou du fromage. Et pourtant, la Suisse peut se faire exister en diffusant une image de sa culture. D'abord, une image un peu plus agréable que celle qu'on nous sert tous les jours. Si vous regardez les polars à la télévision, hein, chaque fois qu'il y a 3 malfrats qui ont fait un mauvais coup et qui se donnent rendez-vous pour la semaine suivante pour se partager l'argent, ils se donnent rendez-vous à Genève, ou bien à Lugano, ou bien à Zurich. Hein, c'est inévitable dans tous les films. Ça devient pénible. Enfin, c'est odieux, cette image de la Suisse qui est seulement un coffre-fort pour les malfrats. Oui, vous le dites quelque part, et vous écrivez à un de vos amis, Gottfried, vous dites « Il importe, mon cher Gottfried, et au plus haut point de le crier sur les toits, car la gloire de nos artistes et de nos écrivains est la seule qui puisse équilibrer les agissements de nos banquiers lugano-lunaires, de nos marchands de canons en pièces détachées et de nos agioteurs multinationaux. » Alors là, il y a une image de la Suisse qu'on peut rétablir en exportant notre culture. Remarquez que ça va quand même mieux. On se vend mieux actuellement qu'on ne se vendait il y a quelques années. Un peu. Mais il y a Pousse-Pain quand même à Paris. Oui, il y a Pousse-Pain. Ça, c'est certainement un avantage. On a fait quand même des choses intéressantes et je pense que ça... Alors, on peut revenir encore sur un point qu'on n'a pas abordé, mais on peut en dire un tout petit mot parce qu'il est très présent dans votre livre. C'est le mécénat. Le mécénat privé qui devient une chose importante. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Ça vous paraît une chose sur laquelle les artistes peuvent compter maintenant depuis... Alors, quand vous avez besoin d'argent,
pour une cause culturelle, il y a 3 plans. Il y a le plan fédéral que nous avons un peu évoqué, où vous avez Pro Helvetia, qui est une institution qui date de 1939 et qui a été faite pour lutter contre la propagande nazie à cette époque-là. C'était très sensible. Nos journaux étaient inondés de petits articles qui venaient surtout d'outre-Rhin. Tandis que après, c'est devenu un peu le ministère culturel de la Confédération. Quand on veut faire quelque chose, on demande à Pro Helvetia, voilà, j'ai tel projet, vraiment dans tous les ordres. Alors là, c'est très large. Et Pro Helvetia fonctionne très bien, il faut le dire. Il y a des petits ratés ici et là, mais enfin, dans l'ensemble, il y a des groupes qui s'occupent de choses particulières. Il y a un groupe pour la littérature, un groupe pour la musique, un groupe pour l'éducation des adultes, etc., etc. Alors, si vous faites une demande, la demande va à ce groupe qui dit oui ou non. Alors, à partir du moment où on dit oui, tout se passe très bien. Il y a parfois quelques complications administratives de ce type-là, mais ce n'est pas trop grave, on en sort. Il y a l'Office fédéral de la culture. Alors, celui-là, il n'a pas d'argent, sauf pour les grandes choses dont il s'occupe, n'est-ce pas ? Le cinéma, les peintres et sculpteurs, le patrimoine bâti, et ces choses-là. Alors là, ils font du très bon travail, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ils sont occupés, si vous voulez. Et puis il y a les fondations. Alors, il y a les fondations privées dont la liste... Alors, il y a des fondations privées. Alors, il y en a un tas, il y en a 387. C'est énorme. La liste figure d'ailleurs dans ce gros volume rouge que vous avez montré tout à l'heure. C'est très utile d'avoir cette liste. Seulement, elle est très restrictive, souvent, parce que le donateur, celui qui crée une fondation, il est absolument libre de faire ce qu'il veut. Il vous donne tant d'argent pour un but précis. C'est lui qui définit le but. Alors, on peut très bien imaginer qu'il est un intérêt particulier pour l'élevage des papillons, et puis il veut donner de l'argent seulement dans ce but-là. Alors, ou bien il est attaché à une région et il veut que son argent reste dans la région. Ah oui, des choses formidables. Vous nous parlez de ces fondations qui ont des intentions très pittoresques, comme la Fondation Blancpain pour le maintien des traditions de la brasserie, la Fondation Kościelski pour le développement de la littérature polonaise, et puis il y a une fondation Arnold Schenk, mais pour bénéficier de son soutien, il faut obligatoirement être domicilié dans le district de Rolle ou dans la commune de Féchy. Pour bénéficier du soutien de la Fondation Louis Glatt, il faut être domicilié dans le district de Sissach. Si vous voulez être soutenu par la Fondation Hochbach, il faut que votre activité soit musicale et qu'elle se déploie à Locarno, etc. Donc, pour vous, le mécénat privé peut jouer son rôle, mais c'est vrai que c'est un rôle secondaire par rapport à l'aide de l'État, parce que c'est un rôle qui est plus aléatoire, finalement. Oui, effectivement, c'est aléatoire parce que, encore une fois, les gens qui sont à la tête de ces fondations, ils sont absolument libres. Vous n'avez pas d'action sur eux. Ils veulent bien vous donner de l'argent. Alors, ils veulent bien ou ils veulent pas. Et ça finit là. Et je ne vois pas comment on peut changer quelque chose à ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sponsoring. C'est très bien. Il semble qu'il y ait plus d'argent qu'autrefois et que des maisons, des banques, ça soit beaucoup plus porté à faire état de générosité de ce genre. C'est très bien. Mais il faut remarquer quand même que le sponsoring, il y a une différence avec le mécénat. Je pense que le sponsoring, c'est une façon pour une grande maison de faire sa réclame. Elle l'a fait très bien en soutenant des courses de vélo, en fait des choses qui attirent l'attention publique. Beaucoup plus qu'un livre. On n'a pas le temps de développer ça. Ce serait quand même bien que les sponsors, que les mécènes s'occupent un tout petit peu, vous en parlez longuement dans votre livre, de la Bibliothèque nationale, qui est dans un état un peu déplorable. Vous lancez là une espèce de SOS, un appel pour qu'on informatise la bibliothèque, pour qu'elle ait une salle d'exposition absolument indispensable. Elle est très en retard, notre Bibliothèque nationale, par rapport à la Bibliothèque nationale française, par exemple. Ça, c'est le fait des politiques. Il me semble que nos politiques, ils pourraient être un peu plus attentifs à des problèmes de ce genre. Alors, une bibliothèque nationale, elle est nécessairement obligée de se développer. Il entre un nombre considérable de volumes par année, un nombre considérable de journaux. Forcément, ça se développe. Il faut prévoir cette extension. Personne ne la prévoit.
actuellement, à côté de la Bibliothèque nationale, dans le terrain qui touche la Bibliothèque nationale, il y a un énorme chantier. Alors vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique, ils sont en train d'agrandir la bibliothèque, n'est-ce pas? Ils creusent pour faire des sous-sols avec des réserves, etc. Pas du tout, il faut un musée des PTT. C'est déjà ça. Oui, mais il y en a déjà un. Et puis à quoi ça... Moi, je trouve très gentil le grand musée des PTT. Il y en a un très beau à Berne qui suffit amplement. Mais personne ne parle de ça. C'est pourtant énorme. Il dépend, je sais combien de millions qui sont engloutis là-dedans. Pierre-Olivier Walser, on va se quitter. Hein, et on pourrait peut-être terminer par une citation sur un trait d'humour, comme il y en a beaucoup dans votre livre. Je pense que les téléspectateurs l'auront compris. Vous dites, c'est le début des annexes. Il existe en Suisse une association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD. Je propose de créer à l'intention des artistes et des écrivains une association pour le droit de vivre et de survivre dans la dignité. On a passé une demi-heure ensemble, vous m'avez bien vu, hein, vous avez vu mon air famélique, hein, mon aspect efflanqué, mon regard très émouvant de chien battu. Pierre-Olivier Walser, je cherche 400 000 francs pour le développement des émissions littéraires à la télévision romande. Vous pensez que j'ai des chances de les obtenir? Vous croyez? Bon. Alors, merci. Madame, monsieur, merci. À votre bon cœur, monsieur, dame. Merci. 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 Si vous voulez donner un petit quelque chose, vous pouvez. Vous savez. Merci.